commencer par une réflexion sur le rapport entre la dette et l'indépendance, ou entre indépendance et dette. Les rapports sont... De toute façon, il n'y a pas de causalité univoque. Et je vais poser une première question. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance ? Une cité, une communauté, quand est-ce qu'elle peut se considérer comme autonome ou indépendante ? Voilà, avoir à manger. Quand une communauté qui est installée dans un territoire, elle peut se nourrir de ce que ce territoire lui offre. Et si ce n'est pas le cas, cette communauté, elle ne s'y installe pas. Elle continue sa vie nomade, hein, on est bien d'accord. Si on prend l'exemple d'un village, les gens y vivaient au village, et quand ils quittaient le village, ils le quittaient pour aller échanger leurs produits, ou plus tard, pour faire du commerce. Mais ils ne quittaient jamais leur village pour aller se soumettre à occupation d'autrui, ou pour aller chercher ses moyens de subsistance ailleurs, sur crédit. Donc, en dehors de notre époque toute récente, il n'existe aucun précédent historique d'une communauté humaine entière qui était obligée d'aller chercher du crédit pour survivre là où elle est installée. Hein? Or, aujourd'hui, on se trouve face à un phénomène complètement saugrenu. La planète entière est endettée, à une poignée de familles hyper riches qui ont le permis de détenir la presque totalité des richesses, au point que cette dette de la planète vis-à-vis des banquiers corresponde à 3 fois le PIB mondial. En revenant sur ma réflexion historique, je demande, depuis quand est-ce considéré comme normal que les Africains attendent le maïs des États-Unis pour les nourrir? Depuis quand est-ce considéré comme raisonnable que les agriculteurs reçoivent des subventions pour ne pas cultiver leurs champs ou pour enterrer leurs récoltes? Comment est-ce possible qu'aujourd'hui on soit convaincu de vivre en démocratie et en état de droit alors qu'il n'y a ni l'un ni l'autre? Le terme démocratie désigne le pouvoir du peuple de décider de son sort. Une situation où le peuple a le contrôle ultime des organes qu'il met en place et où dans aucun cas il ne perd sa qualité de source de pouvoir. Aujourd'hui, on en est très loin. Concernant ce que nous appelons état de droit, pour nous, c'est devenu un ensemble de lois qui visent à faire plier les gouvernés à ce qui convient au gouverneur. Dans l'exemple historique de démocratie, la cité d'Athènes, entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus, les lois étaient créées par l'ensemble des citoyens. Les lois avaient une fonction indicative et ce n'était pas un schéma en barrière où on tirait du nez les citoyens. Quand Socrate a été condamné à mort, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de bourreau. Socrate n'était pas condamné à une mort physique, mais à une mort politique. Socrate était invité à quitter la cité, ou bien à trouver par lui-même la façon de mettre fin à sa vie. Venons à notre époque récente. Le détournement actuel des sens, du sens des mots, dans les sociétés comme la nôtre, où quand même les gens sont instruits, ils sont diplômés dans la plupart, ce détournement du sens des mots n'est possible que parce que nos cerveaux sont constamment martelés d'un appareil sophistiqué de production de mensonges. Ah, ces médias qui nous disent ce qu'il faut croire et ce qu'il faut ne pas croire. Qui voter, quoi manger, quel film regarder, comment s'habiller, quoi acheter, etc. Ces médias nous ont dit aussi que la concentration du pouvoir aux instances bureaucratiques de Bruxelles sous le beau nom d'Union européenne signifiait la fraternité des peuples, les voyages faciles, le partage de la convivialité,
l'acceptation des autres. Ils nous ont dit que tous ensemble avions la chance de nous défaire de nos monnaies nationales et au nom d'une belle et nouvelle monnaie commune et unique qui permettrait aux Parisiens d'aller boire leur café à Berlin et aux Athéniens de profiter d'un cappuccino sur la place du Capitole sans avoir à passer avant par le bureau de change. Le 31 décembre 2001, à minuit, alors qu'on fêtait l'entrée dans l'Union européenne et dans l'Union monétaire, la dette de nos pays respectifs, qui était une dette en monnaie nationale, passait à être une dette en euros. Concernant la Grèce, le 31 décembre 2001, la Grèce avait une dette de 145 milliards de dollars, une dette accumulée pendant 170 années, c'est-à-dire 31 décembre 2001. C'était une dette qui venait de 1830 jusqu'à 2001, 145 milliards de dollars. Cette dette qui était en drachmes passait à être en euros. Entre 2002 et 2009, cette dette explose. On vient en 2009 à avoir 300 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le double dans 7 ans. On est obligé d'importer une monnaie privée. L'euro, c'est une monnaie privée. La BCE est une banque privée. Et chaque euro qui circule dans le marché grec ou français est une monnaie empruntée qui porte en elle un taux d'intérêt chargé sur le dos des citoyens et rétribué à nos créditeurs, aux banquiers de la zone euro. En 2008, les médias nous ont annoncé que nous sommes malheureusement en crise, que la Grèce actuelle, ce petit pays balkanique sans rapport avec un quelconque passé antique, avorton d'un monde moderne qu'elle n'avait finalement pas pu intégrer, méritait bien son sort d'État en faillite. Ses habitants bronzés étaient des paresseux qui font la sieste et profitent de l'ouzo et du sirtaki pendant que leurs homologues allemands, français, hollandais, luxembourgeois, danois, hollandais et autres travaillent dur pour pouvoir leur prêter de l'argent. Les fables sont partie de la vie humaine. Depuis toujours, les fables. La différence est qu'aujourd'hui, la possibilité de vérifier par nous-mêmes ce qui est fable et ce qui est vérité tend à disparaître. La complexité technique des chiffres est un bon prétexte pour que les citoyens s'abstiennent de toute vérification des informations par eux-mêmes. Et ils délèguent tout aux spécialistes. Aristote disait « La vérité n'existe que dans son partage social. Et aucune vérité ne peut exister si elle ne fait pas partie de l'expérience vitale commune. » On en est à l'opposé. Ce que nous avons tous en commun aujourd'hui est un tas de mensonges. Par le seul fait de s'être emparé de l'esprit et du cœur des gens, ces mensonges sont aujourd'hui notre seule vérité. Dans tout ça, le mot dette, dette de la France, dette de la Grèce, apparaît comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. On entend dire qu'on est obligé de payer la dette publique, qu'on est obligé de la rendre viable afin de pouvoir régler les mensualités éternellement, sans souci des dégâts collatéraux. Je vais donc vous donner alors une idée plus précise de quelques dégâts collatéraux du petit pays balkanique, situé au sud de l'ex-Yougoslavie et ayant un sort malheureusement semblable à celui de cette dernière. Je crains bien que dans quelque temps, pas très long, on parlera de l'ex-Grèce. Le pays vit depuis l'an 2010 au milieu d'un ouragan, d'une crise artificielle. Est-ce que nos chers médias nous ont suffisamment informés sur ce que c'était les subprimes, les swaps, les dérivés? J'en doute.
Est-ce que les médias vous ont attiré l'attention sur le rôle de Goldman Sachs, de sa filiale JP Morgan, sur la manipulation des chiffres afin d'adapter toutes les données aux conditions du traité de Maastricht 1992 et faire entrer le pays dans la zone euro? Est-ce que les médias ont-ils parlé de la falsification du déficit national grec de la part de Elstat? C'est l'organisme des statistiques nationales grec qui est lié à Eurostat, à l'organisme des statistiques européens. Cette falsification du déficit, tenez-vous bien, tenait à faire gonfler en fait le taux du déficit, le faire passer du vrai 3, quelque chose %, qui était un des plus bas de la zone euro, à un fictif de 15, quelque chose %. Ceci a permis à Giorgos Papandreou, en 2010, de nous imposer l'arrivée du Fonds monétaire international, de cet organisme bienfaiteur de l'humanité, qui depuis mai 2010 est en train de nous sauver. Petit détail, le frère de Giorgos Papandreou, depuis les USA, plaçait de l'argent sur le pari de la faillite de la Grèce. Donc je résume. Au cours de l'année 2010, de manière frauduleuse, avec des manipulations opaques des données statistiques nationales, la Grèce a été déclarée en nécessité de sauvetage et devenue objet de divers traités illégaux par lesquels des milliards d'euros lui ont été soi-disant prêtés contre la rationalisation et le redressement, entre guillemets, de son économie. Vous pouvez traduire, en démantèlement progressif du système social, éducatif et sanitaire, découpe des frais publics, bradage des services, des entreprises et des infrastructures publiques, et tout ça scellé par la démission définitive et irrévocable du pays de tout recours qui émane du droit international pour la protection de sa souveraineté. Depuis cette année-là, les gouvernements au pouvoir se sont alternés, mais la continuité d'action est étonnante. Voilà, 2009, ouais. Rien n'a changé, malgré les élections successives et un référendum complètement détourné. Aujourd'hui, messieurs, dames, la Grèce est une colonie moderne de la dette. Un pays qui vit les conséquences d'une guerre en temps de paix. Et quelques chiffres. À partir de 2011, donc on a commencé à compter. Taux de mortalité en Grèce, le plus haut que le pays ait connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Déficit démographique total entre 2011 et 2017 de 130 000, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un déficit démographique? C'est le chiffre entre les décès et la baisse du natalité des naissances, du taux de natalité des naissances. 130 000 correspond à une ville comme Metz. C'est ça le déficit démographique du pays. Si on continue comme ça, dans 30 ans, il n'y aura plus de Grecs. En termes de chiffre d'affaires, la Grèce est en même position que l'Érythrée, que la République centrafricaine, que Guinée-Bissau, que l'Ukraine, tout ceci des pays en situation de guerre. Le chômage massif et structurel. Entre les chiffres comptés par le Pôle emploi correspondant et les chômeurs qui travaillent à mi-temps ou qui travaillent 3 jours par an et qui ne sont pas déclarés, etc., on arrive à 60%. Parmi les jeunes, ceux de moins de 25 ans, le taux est de 75%. Vous comprenez alors pourquoi il y a des départs et une émigration massive de la population la plus jeune du pays. De 2011 à aujourd'hui, on a plus de 300 000 jeunes formés. C'est notre produit d'exportation numéro 1. Oui, qui ont migré, oui. Non, pardon, non. Depuis 2010 jusqu'à 2017, mettons, plus de 300 000 jeunes formés.
Démantèlement de la santé, les hôpitaux doivent faire un choix. Ils ont 10 opérations à faire. Parmi les 10, ils doivent choisir lesquelles ils vont faire et lesquelles ils ne vont pas faire. Baisse des retraites, baisse des budgets de l'éducation, bradage des biens publics et privés au profit des spéculateurs étrangers par priorité, avec des procédures simplifiées non opposables. Confiscation et mise aux enchères des résidences principales des gens. Vous avez payé une grande partie de votre résidence principale, oui, mais vous devez encore une somme de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros ou 500 euros à une administration ou à votre banque. Donc entre les impôts, l'administration et les banques, il y a un pot commun, hein, et puis finalement votre dette elle est concédée à un fonds vautour étranger qui regroupe les dettes, qui les achète aux 5% de leur prix et qui met aux enchères votre maison. Et là, le nouveau code de procédure civile vise à faire ça que de façon électronique, c'est-à-dire pour contrarier, pour stopper un mouvement citoyen auprès des tribunaux qui bloquaient les juges, qui ne les laissaient pas monter pour faire leur travail et qui prenaient le papier des mains des notaires, hein, puisqu'on en a eu des cas où ils ont stoppé vraiment des dizaines et des centaines de mises aux enchères comme ça. Mais depuis quelques mois, le nouveau code de procédure civile, il sera électronique. Les gens sauront par un email qu'ils ont perdu leur résidence principale. Voilà, ferme la parenthèse. Les recettes des impôts et des fonds publics, donc, ils sont versés au profit des banques de spéculation et des fonds vautours étrangers, puisque tout va aux intérêts de la dette. L'abolition de la souveraineté nationale et la transformation du pays en colonie, c'est un fait puisque ça a été stipulé dans les traités signés. Aussi, ce qui est en train de se faire au fur et à mesure, c'est l'abolition des forces de défense nationale et la substitution par des forces de police et d'armée privées étrangères. Je vais évoquer l'exemple de Frontex. C'est une compagnie qui, soi-disant, nous garde les frontières, car nous, on n'est pas capable de garder nos frontières par l'intermédiaire de nos unités d'armée, etc., qui ont été fermées. Encore une conséquence de ce que ça veut dire être une colonie de dette, on se transforme en centre de détention massive de populations provenant des zones ravagées par la guerre et la paupérisation, tout en servant des intérêts qui attaquent les droits sociaux de ces gens. C'est-à-dire, nous n'avons pas la souveraineté pour exercer une politique d'immigration ou quoi que ce soit, et nous n'avons pas non plus, nous ne lèvons pas non plus la tête pour exiger l'application des lois du droit international concernant les réfugiés et les immigrés, leur donner des papiers et les laisser aller où ils veulent, mais bon, la dette joue sur le fait qu'on nous stipule aussi qu'est-ce qu'on doit faire en termes de politique autre que la politique économique. Bientôt, on ne sera pas donc étonné de nous voir amputés même de notre territoire national. Est-ce tout cela anticonstitutionnel? Est-ce tout cela illégal, immoral, frauduleux? Quelques constitutionnalistes encore sincères et honnêtes l'ont dit et l'ont redit. Oui, tout ça c'est anticonstitutionnel, illégal, immoral, frauduleux. Il y a eu un rapport qui a été fait sur la dette par un comité d'examen international où participaient Eric Toussaint et d'autres personnalités. Ce comité avait été convoqué par le premier gouvernement Syriza au tout début, par la présidente du Parlement, et il a donc fait un compte-rendu. Ce compte-rendu, où il stipule justement la constitutionnalité, etc. de tout ça, il a été enterré quelque part dans un tiroir. Jamais on en a parlé en Grèce. Hein. C'était comme si ce compte-rendu n'avait jamais existé. Plus que ça, le prétendu argent prêté n'est jamais entré en Grèce.
Et je vais évoquer alors là, en deuxième lieu, une autre étude qui a été faite. Une étude qui a été faite par un institut allemand. L'Institut européen du management et de technologie situé à Berlin a fait une étude de 25 pages dont un résumé a été publié dans un revue allemand, Handelsblatt, du 16 mai 2016. Et dans cette étude, on peut lire que le 95% des 220 milliards d'euros prêtés avec les premiers mémorandats est allé sauver les banques allemandes et françaises qui détenaient les titres de la dette grecque. Et le 5% est allé pour sauver les banques grecques, les banques systémiques grecques. Qui est-ce qui est allé pour couvrir les trous du budget? Eh bien le 0% est allé pour couvrir les trous du budget. Donc voilà. Et je vais évoquer là une troisième étude qui a été faite, pour ne pas dire que j'invente. En juillet 2016, le bureau de l'expert indépendant qui évalue l'action du Fonds monétaire international, parce qu'eux aussi, ils ont un expert indépendant qui évalue leur action, parce qu'ils ont intérêt d'essayer de tenir quand même une bonne réputation au niveau international, et de ne pas faire n'importe quoi. Mais pourtant là, l'expert, il a publié donc un rapport, juillet 2016, dans lequel il constate qu'il y a eu non pas seulement des erreurs de la part du Fonds monétaire international, mais toute une conspiration contre la Grèce. Pays avec une autosuffisance alimentaire de l'ordre du 98%, une extraordinaire richesse du sol, du sous-sol, située sur un point géostratégique qui relie l'Europe à l'Asie et à l'Afrique, et avec une classe politique complètement pourrie. La Grèce était le maillot faible, c'était une proie facile. Le rapport de l'expert indépendant pour l'action du FMI précise alors qu'au nom du sauvetage de la monnaie unique, au lieu de répartir le pillage des secteurs privés et publics à tous les pays de la zone euro, la Grèce a été choisie comme bouc émissaire et sacrifiée pour la continuation d'existence de cette monnaie. Avec les données que je viens de vous renseigner là, enfin les richesses du pays et sa position géostratégique, on comprend pourquoi. Car, en même temps, les vautours profitent de ce cadavre exquis. Avez-vous entendu parler de ce rapport de l'expert indépendant du FMI? Non? Non? Bah, Monsieur Tsipras non plus. On ne l'a pas vu passer en Grèce. Et pourtant, après tout ça, après avoir versé des milliards et des milliards, nous en sommes où aujourd'hui? Les banques européennes, elles ne sont toujours pas sauvées. Elles ont tout simplement avalé les milliards injectés dans leur trou noir et comptabilisés au dos du peuple grec et des autres peuples. Les banques privées de la zone euro continuent à jouer à la bourse, à laver l'argent noir du pétrole de la Daesh, de la drogue et des circuits du crime organisé qui font du trafic d'esclaves et du trafic d'organes avec tous ces pauvres gens clandestinement trafiqués de l'Asie, de l'Afrique vers l'Europe. Et croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Donc ces banques ont bien été sauvées, elles continuent à faire ce boulot. Mais bien sûr. D'accord, ok. C'est très bien, ouais, c'est comme ça. Hein. Mais ça veut dire que ça fait bien longtemps qu'elles font ça? Avant même les crises monétaires? Ben, disons qu'ils en profitent de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins de surveillance et il y a de plus en plus de législations qui passent et qui enlèvent les barrières. La surveillance, c'était les États-nations. Les États-nations et certaines législations. Du moment où les législations ne passent plus des parlements, elles sont faites à Bruxelles, signées, etc. Ils arrivent d'États avec des 7500 pages, etc. qui passent dans une nuit au Parlement, même pas lues et tout ça. Oui, là c'est supranational donc. C'est supranational, exactement, c'est ça. Alors ces banques détiennent des sommes colossales, bien plus que les banques américaines par rapport à la proportion au PIB. Je vous rappelle que les actifs de la BNP seulement correspondent aux 110% du PIB français. Ces banques sont toujours au bord de la banqueroute.
La Deutsche Bank est la plus grande et la plus problématique de toutes, pleine de produits toxiques, prête à éclater et à emporter dans la chute la presque totalité des banques européennes, mais aussi au-delà. Et le vrai problème est qu'on ne la laissera pas couler. On continuera à puiser ici et là, parce qu'au moins on aurait dit ça s'écroule, un nouveau vent va souffler, mais non, on va continuer à sauver, on va puiser ici et là, en France, en Italie, partout où nos chers gouverneurs peuvent puiser pour sauver encore la Deutsche Bank et les organismes concomitants. En d'autres mots, un cartel supranational de banques et de corporations, du pétrole, des médicaments, des armes, du software, de l'alimentation, essaye de tirer un maximum de profit au moment où le tout s'écroule à cause d'une crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée. La bulle spéculative d'énormes quantités d'argent fictives, et je donne là un chiffre indicatif, pour 2015, cette bulle spéculative arrivait à 25 fois le PIB planétaire. Cette bulle spéculative ne trouve plus d'objet d'investissement pour continuer à grandir et à rapporter aux détenteurs des gains et d'intérêts suffisamment élevés tous les jours. Alors, c'est pas une mauvaise idée d'essayer de transformer ça en bien tangible et concret. Aujourd'hui, ces profits sont que des chiffres sur écran d'ordinateur. Pour ceci, il faut mettre la main sur la totalité des ressources de nos pays. Ils sont serfs de l'OTAN, de la dette. Hein. Nous sommes destinés à devenir donc une partie, une population sans patrie, ni conscience collective, totalement dépendant de leur structure. En plus, notre état collectif psychologique, parce que ça joue beaucoup, nous avons de la culpabilité. On est endettés. Ils viennent nous sauver. Je mets ici une note de bas de page et je dis que cet état psychologique est très important. Et un état semblable est celui, comme je disais tout à l'heure en parlant dans le couloir, celui causé par l'effet du terrorisme. Hein. C'est-à-dire on sème la culpabilité, on sème la terreur, tout ça sert à mettre en fonction une peur instinctive d'autoconservation grâce à laquelle on ne se mêle pas de ce qui se passe derrière les rideaux. Hein. On veut être sauvé sans chez nous et on regarde la télé. Et nous sommes prêts d'accepter la privation des libertés, la suppression des droits, la soumission, une surveillance accrue et une mainmise sur notre propriété publique et privée. En Grèce, le deuxième gouvernement de gauche qui est au pouvoir actuellement est en train de finir le boulot des précédents. Il a signé un troisième mémorandum, il a gonflé la facture de la dette publique d'encore une centaine de milliards d'euros en donnant sa bénédiction à ce que je vous ai décrit tout à l'heure pour que les fonds privés étrangers s'emparent des hypothèques de résidence principale pour le 5% du prix et qu'ils jettent dehors les gens sans procès judiciaire autre que électronique. Il n'a établi point la justice à l'intérieur du pays. Il a volé les fonds des caisses de retraite, d'éducation, de santé pour payer quelques mensualités auprès du FMI, dont il aurait très bien pu s'en passer, car le FMI, il n'a pas de procédure obligée ou de mettre aux enchères un pays. Voilà, c'est une procédure qui aurait pu être... C'est quelque chose qui aurait pu être évité. Ce gouvernement de gauche a rendu la mer Égée à l'OTAN. Il a signé un traité... Vous m'entendez? Ah, trop fort. Ah, excusez-moi. Oui, il a signé un honteux traité, Status of Forces Agreement, avec Israël. Ce traité permet l'établissement de bases israélienne permanente sur le territoire de la Grèce, sous un régime d'impunité totale pour tout dommage causé. Ce fameux gouvernement de gauche a liquidé dans un prix
très bon marché, les 3 ports et les 14 aéroports les plus lucratifs du pays aux Allemands, en parlant de privatisation. Alors, ce n'était même pas une privatisation, car Fraport, la compagnie qui les a achetés pour 3 sous, est une compagnie publique allemande. Et je rappelle que le Pirée est la porte d'entrée principale des produits chinois en Europe. Donc, c'est un trésor, le Pirée. En mai 2016, nous avons eu la signature d'un projet de loi multiple de 7500 pages, que, comme vous comprenez, personne n'a lu. Avec ce projet de loi, ce gouvernement marionnette a cédé la totalité de la fortune du pays, les plages, les infrastructures, les zones frontalières, les ressources souterraines, l'espace aérien, au mécanisme européen de stabilité. Et là, c'est à vous de me dire si vous savez ce que ça veut dire mécanisme européen de stabilité. Non? Ça pas monétaire, non? Alors, soi-disant, c'est le Fonds monétaire international version Europe. Mais c'est plus terrible que ça. Car, je vous disais tout à l'heure que le Fonds monétaire international n'a pas la possibilité de s'emparer de la fortune d'un pays en le liquidant comme si c'était une entreprise privée. Non, alors le MES, le mécanisme européen de stabilité, il a ce pouvoir. Fondé en juillet 2013, entre 2008 et 2013 ou 2014, il y a eu une fondation d'une série d'institutions européennes, Étienne pourra le confirmer, un petit peu obscures, hein, des caisses, des fonds, des mécanismes, des choses, hein, soi-disant pour gérer la crise. Bon, ce mécanisme fait partie de ces nouveaux organes. Il a son quartier général au Luxembourg. Et il est, soi-disant, un organisme européen de gestion de dette des pays de la zone euro. Son conseil d'administration et son directeur n'ont des comptes à rendre à personne, à aucun corps élu. Ils ne peuvent être saisis par aucun tribunal. Et ils ont un pouvoir illimité sur les États membres qui doivent se conformer à ces ordres dans l'absolu. Il peut mener un pays en faillite, à différence du FMI qui ne peut pas. Le mécanisme européen de stabilité est alors un hyper-État qui a des privilèges et des impunités qu'aucun de ces États membres n'a. Les locaux du mécanisme européen de stabilité sont impénétrables. Ces documents et ces biens sont insaisissables. Et il est au-delà de toute autorité publique et autres. Voilà. Au moins, ce soir, vous aurez appris qu'est-ce que c'est le mécanisme européen de stabilité. Alors, par ce même projet de loi de 7500 pages, j'y reviens, le Parlement grec a signé son autosuppression totale et définitive, reconnaissant qu'il est pleinement substitué par Bruxelles. Le pays est ainsi bel et bien sous occupation totale et complète. Et je parlais tout à l'heure des forces de la défense aérienne, des unités d'armée de la mer Égée qui sont réduites en cédant leur place à Frontex, qui patrouillent aux côtés de l'OTAN, aux côtés des Israéliens et des Turcs qui font des exercices militaires, grandeur nature, pour préparer peut-être une prochaine invasion. En même temps, les îles Lesbos, Kos, Samos, Chios sont transformées à des centres de détention de façon complètement illégale. Je disais tout à l'heure que les Grecs désertent le pays ou crèvent, mais pour le moment, on a à peu près 60 000 détenus de façon illégale dans des conteneurs construits sur nos îles avec les bénédictions du gouvernement qui a reçu 500 millions d'euros pour construire des conteneurs, au lieu d'évoquer le droit international
de faire des documents à tous ces gens-là et de les envoyer. Vous voulez aller à l'Allemagne, vous voulez aller en France, vous voulez aller en Angleterre, voilà. On ne vous tient pas prisonnier ici, mais non, non. C'est très convenable que la Grèce devienne une zone de détention où des grosses entreprises pourront puiser de la main-d'œuvre facile, bon marché. Voilà. Les citoyens français, je reviens à nous, n'en savent peut-être pas grand-chose de tout cela. Quand on leur dit que la Grèce est loin, on leur a aussi dit que leurs impôts sont partis pour aider les Grecs. Les gens n'ont pas forcément des heures à passer sur Internet en cherchant d'autres informations de ce que leur dit la télé. Puis la société française n'a pas encore vu les retraites amputées, ni les allocations familiales supprimées. Le taux de chômage galopant, les découpes de l'allocation chômage, la congélation des salaires depuis 15 ans, les délocalisations, le nouveau code de travail, ne suffisent quand même pas pour qu'on se compare aux Grecs. Pourtant, on vous martèle la tête à vous aussi de compétitivité, sans préciser jusqu'où vous devez devenir compétitif pour pouvoir vivre dignement. Compétitif par rapport à qui? À la Chine? À la Roumanie? À l'Albanie? À la Turquie? À l'Italie? Ou bien même à l'Allemagne? Et en même temps, les mots monnaie, production et productivité, dont il faut parler bien avant de parler de compétitivité, ne sont pas des mots à la mode, on n'en parle pas. Les instigateurs de l'intégration européenne, au même moment qu'ils créaient la monnaie unique, ils incluaient dans les traités et les conventions signées par nos gouverneurs la désindustrialisation et la déproductivisation, si je peux me permettre ce néologisme, de nos pays européens. Pour la France et les autres puissances industrielles, ça ouvrait le chemin vers les délocalisations. Pour les plus petits pays comme la Grèce, vers la désindustrialisation complète, le démantèlement de l'artisanat, la mort de l'agriculture. Du traité de Maastricht au traité de Lisbonne, on a privé les peuples de leur monnaie, de leur production, de leur poste de travail, en un mot, de leur indépendance, en les transformant en des consommateurs débiteurs d'une dette qui n'y finira jamais. Tout cela ne relève d'aucune nécessité. Ça a été tout simplement un choix politique, celui de l'ère de l'esclavage moderne. Le cas de la Grèce actuelle est là pour nous le démontrer. Et pour finir avec un mot sur l'Antiquité, à l'instar de Solon, qui avait imposé l'effacement de la dette dans Athènes de l'Antiquité, il faudrait aujourd'hui que nos citoyens, nous citoyens, on exige l'effacement complet de la dette publique de nos pays. Et en même temps, on exige la sortie de notre pays de la prison qui rend les peuples esclaves de la dette, qui est la zone euro, et de l'hydrocéphalie de la monarchie allemande-bruxelloise. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Je trouve le texte de Christina très bien, un bon résumé d'une des conséquences de notre dépossession politique. Et c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup moi-même. Le martyre des Grecs me sert de ressort et de moteur d'indignation, d'autant que je vois bien que nous sommes dans le collimateur, c'est-à-dire que les Grecs sont un laboratoire à travers lequel les créanciers, qui sont des rentiers, qui sont des gens qui ne travaillent pas, qui vivent avec l'argent que produit l'argent, ces rentiers nous ont mis dans le collimateur et en fait ils testent la résistance des peuples. Et ce qui est terrible, c'est qu'en Grèce, si j'ai bien compris, la résistance est très faible. Il y a quelques dizaines de milliers de personnes dans les rues, alors qu'il devrait y avoir des millions. Et
le pillage de la France a déjà commencé sur le même modèle. Les pays du tiers-monde avaient été eux-mêmes pillés de la même manière, avec là aussi l'outil de la dette. Et clairement, la dette, comme le chômage, la dette est un outil de domination, un outil de maître chanteur, mais qui repose à chaque fois sur notre consentement. Alors, la particularité de mon travail, c'est que je cherche à comprendre les causes de ces injustices sociales, et celle-là est considérable. Il y a un texte qui s'appelle Kouvelakis, que tu dois connaître, qui est vraiment indignant, qui insiste bien sur ces ravages. Et on atteint un niveau de prédation qu'on n'avait jamais vu chez nous, et qui, en nous indignant, nous conduit à ne voir que la conséquence, alors qu'on ne réglera le problème qu'en comprenant la cause. Or, la cause du fait que ces gens-là ne peuvent pas être arrêtés, c'est notre impuissance politique. Et c'est pas propre aux Grecs, c'est pas propre aux Français, c'est partout sur Terre. Les peuples sont comme tenus à l'écart de la politique, sont tenus en impuissance politique et le martyre des Grecs est la conséquence de ça. Et cette impuissance politique, elle est programmée quelque part dans un texte dont tout le monde se fout. Ce texte, c'est la Constitution, dans lequel les pouvoirs devraient être limités. La puissance du peuple devrait être instituée. Et elles ne le sont pas parce que les peuples ne s'en occupent pas. Depuis... Ouais. Excusez-moi, j'ai une question qui me vient, mais à quel moment est-ce que l'argent a toujours été de l'argent dette, ou est-ce qu'il y a un moment où on est passé dans un concept d'argent dette? Et à ce moment-là, c'est quelle date historique et quel lieu? Non, l'argent n'a pas toujours été une dette. Longtemps, en fait, on a pris des métaux précieux comme représentant une valeur qui permettait de dire la personne qui est porteuse de cette pièce métallique a droit à. Alors, c'est vrai qu'au sens large, ça a toujours été une dette, mais une dette de la société envers le porteur du signe monétaire. Et c'est pas mauvais ça, c'est pas mal qu'un signe monétaire représente une dette de la société envers le porteur. Comprenez l'origine. L'origine de notre besoin de monnaie vient de notre spécialisation. Il y a très longtemps, des millions d'années, nous étions capables de nous nourrir nous-mêmes, nous chassions nous-mêmes, nous étions autonomes, nous n'avions pas besoin les uns des autres. Et puis progressivement, nous nous sommes spécialisés parce qu'on s'est aperçu que c'était beaucoup plus efficace. L'un a appris à travailler le métal, l'autre a travaillé la terre, chacun s'est spécialisé. Et en se spécialisant, nous désapprenons à faire le reste. Et donc, nous avons besoin d'échanger. Quand je me spécialise en étant forgeron, je vais avoir besoin de me nourrir et je vais échanger avec l'agriculteur les produits de ce que je sais faire. Et plus nous nous sommes spécialisés, plus nous sommes devenus interdépendants, dépendants vitalement. Incapables de nous nourrir, nous avons un besoin vital de l'échange. Et donc un besoin vital de l'outil universel d'échange qu'est la monnaie. Si vous voulez, quand je travaille pour faire ces objets en métal et que je n'obtiens pas en échange d'autres biens tout de suite, la personne à qui je le donne peut me donner ces signes monétaires qui sont la trace que j'avais fabriqué ces biens et je n'ai pas eu en échange d'autres biens. La monnaie sert à se souvenir de ça. Et ces signes monétaires vont me permettre ensuite de me présenter n'importe où dans la société pour obtenir des biens auxquels j'ai droit, puisque je les ai obtenus en ayant produit un travail sans avoir tout de suite un bien en échange. Donc c'est très important.
il y a des gens qui essaient d'imaginer des sociétés sans monnaie, et je comprends ça, hein, mais c'est des sociétés très administrées, et qui présentent, à mon avis, des tas de problèmes de liberté publique. Mais excusez-moi, quand je posais la question de l'argent dette, pour moi c'était assez ciblé, c'est la notion où l'argent n'est plus indexé sur quelque chose de réel, comme du grain ou de l'or ou un minéraux, mais qui est passé sur quelque chose de complètement métaphysique, qui on fait de la monnaie sur de la monnaie. hein, alors, Et historiquement, à quel moment on a fait ce basculement-là? ben, en fait, ça s'est fait progressivement. Les banquiers qui prenaient les dépôts des richesses des particuliers pour leur éviter au début le risque du transport. Un banquier prenait vos pièces de métal à Paris et vous permettait de voyager sans votre métal, sans votre or jusqu'en Italie par exemple, et vous ne preniez pas le risque de vous faire voler votre or sur les chemins, parce que c'était très dangereux à l'époque, et il y avait des brigands partout, et le banquier vous donnait juste un bon qui vous disait « je vous dois cet or ». Et vous pourrez vous le faire payer à Venise ou à Florence. Et en arrivant à Venise ou Florence, le voyageur pouvait récupérer de l'or en échange de ce bout de papier. Mais alors finalement, très vite, le bout de papier est devenu représentatif de la valeur et on ne s'échangeait plus que les bouts de papier sans faire circuler de l'or. Si moi je me retrouve à créer un bout de papier qui ne correspond pas à un stock d'or réel, à ce moment-là, je deviens un brigand et puis les pouvoirs politiques de l'époque... Oui, absolument. Mais c'est ça qui s'est passé. Simplement, si à quel moment on a légalisé cette chose-là? Je ne sais pas, il n'y a pas de date précise, parce que ça s'est fait progressivement. Et le fait d'avoir la date ne changerait pas la compréhension du problème. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où les banquiers se sont aperçus que la plupart des humains qui avaient déposé de l'or chez eux ne venaient pas le récupérer, que les titres qu'ils avaient donnés en échange, donc les bouts de papier, les vulgaires bouts de papier qu'ils avaient donnés en échange, circulaient à la place de l'or que détenaient, et que finalement c'était très simple pour eux, c'était tentant et très simple, de délivrer plus de billets représentatifs de l'or, que de l'or qu'ils détenaient dans leur caisse. Ils l'ont fait d'abord clandestinement, et puis progressivement, ils se sont tellement rapprochés des pouvoirs qu'ils ont obtenu du pouvoir politique, donc celui qui contrôle l'armée, ils ont obtenu des pouvoirs politiques, militaires, la caution de la puissance publique qui dit qu'ils ont le droit de le faire. Et donc aujourd'hui, on est dans un état où les banques ont obtenu la caution de la puissance publique, donc de la loi, pour produire la monnaie dont les corps sociaux ont besoin. Aujourd'hui, pratiquement toute la monnaie, 90% de la monnaie, est produite par les banques privées au moment où vous empruntez. Et quand vous empruntez de l'argent, quand vous allez voir une banque, vous lui demandez 100 000 € pour acheter un appartement, ou quoi que ce soit, la banque ne l'a pas, la banque n'a pas cette monnaie, et pourtant la banque va vous dire il n'y a pas de problème. Avant de vous dire ça, elle va vérifier quand même que vous êtes capable de rembourser. Elle va vérifier votre activité, elle va prendre des traces de votre activité, parce que il faut qu'il y ait une contrepartie à la monnaie qu'elle va créer. Elle ne peut pas créer la monnaie complètement librement. Mais si la contrepartie s'avère mauvaise, c'est la banque qui va devenir la contrepartie. Donc c'est la banque qui va devoir, avec ses bénéfices, payer à la place de celui qui ne remboursera pas. Donc c'est pour ça qu'elle fait attention. C'est pas de la magie, elle ne peut pas créer de la monnaie sans avoir un emprunteur, la banque. Mais dès qu'elle a un emprunteur, elle peut créer la monnaie pour lui et lui faire payer un intérêt alors qu'il n'y a pratiquement pas de travail. Le seul travail de la banque, c'est de vérifier qu'on va bien la rembourser. C'est très peu de choses, et pourtant les intérêts, c'est des milliards. C'est vraiment beaucoup d'argent qui sont prélevés sur la société. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la monnaie apparaît quand on emprunte. Au moment où vous empruntez, la banque, à droite de son bilan, le bilan, c'est le compte dans lequel, et le compte c'est très immatériel, hein, c'est une convention, c'est des coups de stylo sur une feuille de papier, même plus, maintenant c'est sur les ordinateurs, c'est très conventionnel. Hein, mais la banque, à droite de son bilan qui contient ses dettes, dit « je vous dois, oui, je vous accorde le prêt, je vous dois 100 000 €, et ce chiffre qu'elle écrit à droite de son bilan, c'est de la monnaie, parce que c'est de la dette, elle, sans dette, elle dit « je vous les dois ». C'est pas de l'argent qu'elle donne, c'est une dette. Elle dit « je vous dois de l'argent ». Donc c'est pas vraiment de l'argent, mais il se trouve que nous l'utilisons comme de l'argent. Et donc elle crée cette dette à droite de son bilan en disant « je vous dois 100 000 €,
et vous me les devez plus tard. Je vous dois l'argent tout de suite et vous me le rendrez plus tard. Donc en fait, quand on emprunte, la banque crée deux dettes. La sienne tout de suite et la vôtre, qui est la contrepartie, plus tard. Je vous dois 100 000 € tout de suite, ça c'est de la monnaie, parce que vous allez pouvoir vous la passer. Ce chiffre qui est à droite du bilan de la banque, il est à gauche dans votre compte à vous, et vous allez pouvoir vous en servir avec des chèques, des cartes bleues, des virements, vous allez pouvoir vous en servir pour le déplacer du passif de cette banque au passif d'une autre banque, au passif d'une autre banque, pour régler vos différentes dettes, pour régler la dette envers votre plombier, votre électricien, tous ceux qui ont construit la maison, vont être les destinataires de ce chiffre qui est apparu quand vous avez emprunté à droite du bilan d'une banque et qui va passer de la droite, on dit l'actif, le passif, qui au passif du bilan de cette banque, qui va passer au passif d'une autre banque, d'une autre banque, d'une autre banque. Donc la monnaie apparaît quand on emprunte, et la monnaie disparaît quand on rembourse. À chaque fois que vous allez rembourser, quand vous remboursez 10 000 €, vous ne les avez plus, et vous ne les devez plus. Vous ne les avez plus, vous ne les devez plus, vous ne les avez plus, etc. jusqu'à la fin du remboursement. La monnaie apparaît quand on emprunte, la monnaie disparaît quand on rembourse. Tous les citoyens du monde devraient savoir ça. Tous les citoyens du monde devraient connaître ce mécanisme pour comprendre combien il est essentiel de ne pas laisser ce mécanisme dans les mains d'acteurs privés. C'est une folie, une grande folie, qui a commencé en 1694 avec la création de la Banque d'Angleterre. C'est peut-être la date que vous attendiez, mais il faut comprendre que, en fait, ça c'est 1794, c'est le tampon de Guillaume, le roi d'Angleterre, qui dit « Ok, les banquiers de Londres peuvent faire ça. Je les autorise à créer la Banque d'Angleterre. » Alors on dirait que c'est une banque publique, mais c'est une banque privée. De la même manière que Napoléon en 1800 a créé la Banque de France, on dirait une banque publique, mais c'était une banque privée. C'était des banquiers privés à qui Napoléon a donné le droit de battre monnaie. Oui. Et donc avant ça, c'était que des organismes publics qui s'occupaient de la création de la monnaie? Non. Avant ça, c'était déjà des banques. La création, ça dépend. Mais oui, enfin, oui et non. Si on parle de la monnaie pièce, des pièces de monnaie, c'était le roi qui battait la monnaie. C'était le roi qui fabriquait les signes monétaires, il y en avait moins à l'époque, les signes monétaires qui servaient ensuite à payer l'impôt. C'est-à-dire que quand on arrivait sur un territoire, le prince donnait ses pièces à ses soldats qui payaient leurs marchandises avec, pour se nourrir, et les paysans, les gens du pays envahi payaient l'impôt avec cette monnaie. Et il faut comprendre que ce mécanisme-là, il peut très bien être vertueux. Si on a compris, s'il était sous contrôle citoyen, si le prince était en fait une démocratie, et donc des comités de citoyens qui décident de créer la monnaie quand l'État dépense, et de détruire la monnaie quand l'État reçoit les impôts, on aurait, nous autres membres du corps social, nous aurions donné à la puissance publique un outil majeur pour établir la prospérité. Le problème, c'est qu'on s'est fait voler la création monétaire par des acteurs privés qui touchent un intérêt, c'est-à-dire qui siphonnent la monnaie en fait. Il faut comprendre que l'intérêt, quand la banque crée la monnaie, au moment d'un emprunt, elle prête 100 000 et vous remboursez 100 000, mais en fait on ne rembourse pas 100 000, on rembourse souvent, si c'est un emprunt sur 20 ans, on rembourse 200 000. Donc on rembourse beaucoup plus d'argent que ce qu'on a créé. Mais cet argent qu'on doit rembourser, il n'a pas été créé pour ça. Il va falloir le piquer à d'autres, enfin le gagner, quoi. Il va falloir le conquérir sur d'autres. Les gens qui ont emprunté, pour pouvoir rembourser la somme et les intérêts, ils vont devoir aller chercher l'argent ailleurs, mais cet argent n'a pas été créé. Et si vous voulez, le fait qu'on doive payer des intérêts sur la création monétaire au niveau de toute la société, ça nous contraint à emprunter, ça nous pousse à nous endetter sans arrêt davantage. Et c'est non nécessaire. Ce système est complètement absurde, du point de vue de l'intérêt général, pas du point de vue des banquiers. Du point de vue des banquiers, c'est génial, c'est cocaïne. Mais du point de vue de l'intérêt général, c'est une dinguerie. Oui. Oui, justement, l'origine de la démission de l'État par rapport aux banques, c'est en janvier 73, je crois. Alors, pas tout à fait. Alors, on a cru ça, nous avons cru ça pendant un moment. Pour ce qui concerne la France, il y a une date qui nous a paru absolument décisive pendant quelques années, le temps de comprendre un peu plus loin ce qui s'était passé, mais pendant quelques années, nous avons cru que la loi de 73, qui a été votée sous Giscard et Pompidou, et dans laquelle un article écrivait expressément
l'État ne peut pas emprunter auprès de la Banque centrale sans intérêt, et donc ça veut dire doit emprunter au marché financier. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et nous, l'ayant compris, nous avons cru que ça avait commencé en 1973. Comme la loi, le 73, c'est aussi le moment où on voit que la dette qui était à zéro jusque-là se met à gonfler pour atteindre les sommets extravagants qu'on connaît aujourd'hui. Nous avons cru pendant longtemps que c'était la loi de 73 qui empêchait à l'État, par laquelle l'État s'interdisait à lui-même d'emprunter auprès de sa banque centrale. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je peux reprendre, c'est facile, c'est-à-dire que le mécanisme, vous avez compris que pour créer la monnaie privée, la fausse monnaie de la BNP par exemple, la BNP crée la monnaie au moment où un particulier emprunte, et la BNP détruit la monnaie BNP, hein, on peut l'appeler la monnaie BNP, la monnaie Crédit Agricole, la monnaie Banque Populaire. La BNP détruit la monnaie BNP quand on rembourse. Et donc l'idée, c'était de permettre à l'État d'emprunter auprès de sa banque centrale, mais la banque centrale, c'est nous. C'est le même organisme, c'est un organisme public. Ce qu'on verse dans les caisses de la banque centrale, c'est les caisses publiques. Donc l'idée, c'était de demander, pour l'État, de demander à sa banque centrale, est-ce que tu veux bien me prêter 1 milliard? La banque centrale dit, il n'y a pas de problème, je te dois, moi, banque centrale, je te dois 1 milliard à toi, État, et toi, tu me dois 1 milliard plus tard. Je te les dois tout de suite, c'est de la monnaie, tu me les devras plus tard, c'est la contrepartie de la monnaie. Et ensuite, quand l'État rembourse, il détruit la monnaie qui a été créée au moment. La différence, c'est que s'il y a un intérêt, il va dans les poches de la banque centrale, c'est-à-dire de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie charge d'intérêt, et qu'il n'y a même pas besoin d'intérêt du tout. C'est une énorme différence. Vous disiez tout à l'heure que la Banque centrale de l'État français a été créée sous Napoléon pour les intérêts privés. Oui, ce sont des acteurs privés, ils n'étaient même pas tous français, il y avait des Suisses. La banque privée de l'État, créée par Napoléon, des intérêts privés qui négocient avec d'autres biens d'intérêts privés. Mais à aucun moment le bien commun, l'intérêt commun n'a été négocié. Ah oui, mais de toute façon, la création de la Banque d'Angleterre et la création de la Banque de France n'a rien à voir avec le bien commun, rien. C'est une entreprise de rapine par des brigands, des financiers qui se sont fait créer. Ce sont les mêmes financiers qui ont porté Napoléon au pouvoir, qui se sont fait renvoyer l'ascenseur. Ils ont mis au pouvoir, les banquiers suisses et français, Pergaud, ont mis un sabre, donc un militaire, au pouvoir pour mettre fin à la Révolution, et pour la récompense de son pouvoir, lui qui est devenu empereur, il leur a donné la banque, c'est-à-dire il leur a donné le pouvoir de créer la monnaie, avec des privilèges, vous n'imaginez pas. Les banquiers demandaient que les faux monnayeurs, il y a des gens qui faisaient comme eux, mais leurs concurrents, quoi, les banquiers ont demandé que les faux monnayeurs soient mis en prison, à perpétuité. Et Napoléon a renchéri en disant non, ce sera la mort pour les faux monnayeurs. Et il faut comprendre que la mise en place de la prédation bancaire par les banques privées a été accompagnée par l'État, accompagnée par une puissance publique, donc celle qui contrôle l'armée et la police, par corruption. C'est-à-dire c'est la corruption des acteurs politiques qui a rendu possible la perte de la création monétaire par les corps sociaux. Et en Angleterre, c'était pareil, mais surtout, il y a aussi, en plus de la corruption, il y a aussi le fait que les princes, si vous voulez, le niveau de conscience, que c'est très simple de créer la monnaie, et que c'est très important pour un corps social d'être capable de créer sa monnaie. Cette conscience-là, elle est moderne. Elle est ancienne chez les banquiers. Les banquiers ont compris très vite l'intérêt qu'il y avait à être celui qui crée la monnaie. Ils se sont dit, avec ce truc-là, on est bientôt les propriétaires du monde. Ils avaient raison, c'est ce qu'ils sont en train de devenir. Ils sont en train de devenir, une poignée de personnes en train de devenir les propriétaires du monde grâce à la création monétaire. Mais les banquiers l'ont compris les premiers, et c'est notre drame. Les princes et les peuples l'ont compris trop tard. Et donc, quand Guillaume d'Orange a donné à la Banque d'Angleterre ce privilège énorme de créer la monnaie, en échange, les banquiers lui ont donné tout leur or pour faire la guerre. Et donc, Guillaume d'Orange avait ce qu'il voulait. Il avait de quoi faire la guerre. Il ne s'est pas rendu compte qu'il abandonnait en fait une poule aux œufs d'or qui lui aurait permis de financer toutes les guerres et le bien commun aussi. Mais pour moi, la souveraineté politique,
dépend de la souveraineté monétaire. Elle procède de la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire, elle est première. Si vous instituez une puissance politique et que vous la privez de la puissance monétaire, votre puissance politique sera factice. Elle dépendra pour tous ses projets de celui qui acceptera ou pas de financer et qui lui est extérieur. Si nous voulons penser une démocratie digne de ce nom, nous devons être capables de penser la façon dont nous allons créer la monnaie, nous-mêmes la façon dont nous allons doter la puissance publique. Et faire gaffe, hein, c'est pas le gouvernement qui va créer la monnaie. Il ne faut pas que ce soit le gouvernement qui puisse créer la monnaie. Il ne faut pas que ce soit le Parlement qui puisse créer la monnaie. Il faut faire très attention à ce que le contrôle de la création monétaire reste un contrôle citoyen. Il faut que ce soit peut-être des comités citoyens tirés au sort. Si vous avez peur qu'ils se trompent, prévoyez 4 comités tirés au sort aux 4 coins du pays. Demandez-leur de réfléchir, hein, parce qu'il va falloir décider, est-ce qu'on crée de la monnaie ou est-ce qu'on la détruit? Est-ce qu'on a trop de monnaie ou est-ce qu'on en manque? La décision souveraine, elle consiste à dire, j'ai besoin de monnaie pour construire des hôpitaux, construire des autoroutes, construire des écoles. J'ai besoin de monnaie pour ça. Là, il y a une décision politique, et la souveraineté consiste à dire, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais de problème d'argent puisque je le crée. Le souverain, digne de ce nom, est celui qui peut dire « je n'ai jamais de problème d'argent puisque je le crée ». Et je ne suis pas idiot, je ne le crée pas n'importe comment. Je vais créer pour produire des richesses. Je vais produire de l'argent, je vais fabriquer de l'argent, c'est si simple. Je vais le fabriquer pour construire un hôpital, construire une école, construire des ponts, des routes, des infrastructures, des voies ferrées, oui. C'est comme ça qu'on a reconstruit le pays. Hein. La France s'est reconstruite comme ça. Mais alors qu'elle est dans le contexte mondialiste à l'heure actuelle, comment recréer le contexte mondialiste, comme vous dites, c'est-à-dire... On va s'intercaler dans le système broyeur de la nation. C'est mal barré, mais c'est pas à cause des mondialistes. Si vous voulez, quand j'analyse... Quand j'analyse la dévastation actuelle du fait des corporations, des multinationales et du mondialisme, je ne m'en prends pas aux multinationales. C'est pas la faute des multinationales, c'est pas la faute des banquiers. Si vous tuez les banquiers, vous tuez les patrons des multinationales, il y en a d'autres qui prendront leur place aussitôt. On a un problème d'institution, on n'a pas de problème technique, on a un problème politique. Le problème politique de l'humanité, c'est la démission des citoyens. La démission des citoyens dans le contrôle des pouvoirs et dans l'imaginaire de leur société. Nous ne sommes plus capables, nous ne sommes pas capables, peut-être nous n'avons jamais été capables, mais nous pourrions être capables. Pour l'instant, nous ne sommes pas capables d'imaginer nous-mêmes la société et d'imaginer, d'instituer nous-mêmes la société que nous voulons, dont nous avons besoin. Et cette société, il faudra je vois deux pistes, deux chemins, de chantiers, deux énormes chantiers, qui sont la monnaie et les institutions, le contrôle des pouvoirs. Mes deux chantiers, c'est la Constitution et la monnaie. De comprendre ce qui, dans nos institutions, donne tant de pouvoir aux 1%, aux riches. Quand je dis riches, nous sommes riches par rapport à des gens qui sont plus pauvres que nous. La richesse, c'est relatif. Et quand je dis les riches, je pense aux ultra-riches, aux 1% ou même aux 0,1% qui détiennent les pouvoirs économiques, politiques et médiatiques dans notre pays. Par quel mécanisme ce 0,1% arrive-t-il à concentrer tous les pouvoirs sous nos yeux indignés et impuissants? Quelles sont les causes, les mécanismes et les causes qui rendent ça possible? Et bon, je vous ai parlé tout à l'heure de cette importance que je donne à la Constitution, qui établit les pouvoirs et qui devrait limiter les pouvoirs, devrait contenir la puissance, les institutions de la puissance populaire, et ne les contient pas. Et je pense que ça vient du fait que nous démissionnons du fait d'écrire cette Constitution. Mais il y a autre chose. Dans les institutions actuelles, partout sur Terre, dans toutes les constitutions du monde, nous appelons démocratie un régime dans lequel nous élisons les maîtres, des gens qui vont tout décider à notre place.
des élus qui vont voter les lois à notre place. C'est-à-dire que le régime que nous adorons, enfin que nous apprenons à adorer à l'école, d'abord dans notre famille, puis à l'école, puis dans les livres, puis à la télé, puis dans les journaux, on nous dit la démocratie, mon enfant, c'est élire. Et l'élection, c'est la démocratie. La démocratie, c'est l'élection c'est la démocratie, répète. Et nous répétons. Ensuite, on l'entend dire à la télé, on l'entend dire dans les journaux, on l'entend dire dans les livres, on l'entend dire partout, en fait. Les professeurs le disent, toutes les sommités, tous les intellectuels le disent, alors on le croit. Et moi, je l'ai cru encore, je le croyais encore il y a 10 ans. Donc, démocratie égale élection, élection égale démocratie. Et quand on réfléchit, et c'est un des chantiers un des principaux chantiers, que je peux résumer aujourd'hui, mais un de ces principaux chantiers, c'est ce que j'appelle le procès de l'élection. Faisons ensemble le procès équitable avec une défense. S'il y en a qui veulent défendre l'élection, je suis preneur. Je me mets à la place d'un défenseur de l'élection, j'essaie de trouver des arguments pour justifier l'élection. Et je compare au tirage au sort. Le tirage au sort qui, au début, quand j'ai découvert le tirage au sort, me paraissait une incongruité. Du tirage au sort, et puis quoi encore? N'importe quoi. On va tirer au sort un abruti, on va tirer au sort un malhonnête. Voilà les deux écueils qu'on craint, voilà, un idiot ou un voleur, enfin un brigand. Tout le monde a peur de ça, tout le temps, évidemment. Donc, quand on arrive sur l'idée du tirage au sort, on pense tout de suite à des dangers qui nous font rejeter trop vite le tirage au sort. Parce que, bien sûr, il y a des parades. Bien sûr, il y a des tas d'institutions complémentaires au tirage au sort qui font qu'on n'a rien à craindre du tirage au sort. Parce que, quand on y réfléchit, chacune des objections au tirage au sort ne résiste pas à l'analyse. Vous pouvez régler le problème. Par exemple, vous tirez au sort, vous risquez d'avoir un incompétent ou un malhonnête. Ok, mais on ne va pas tirer au sort une personne, on va en tirer 100. Alors 100 personnes, vous ne risquez pas d'avoir 100 abrutis ou 100 malfrats. Vous allez en avoir une proportion qui va ressembler à la proportion dans la population, mais ça ne va pas être 100%, vous n'allez pas avoir... Et donc, en rendant collectif les pouvoirs qu'on désigne par tirage au sort, on diminue beaucoup le risque d'avoir un affreux ou un incompétent. Mais c'est pas tout. On va les contrôler, les tirs au sort. On va leur faire rendre des comptes, on va examiner leurs comptes et on va les punir quand on n'est pas content, quand ils ont mal servi. Ah bah effectivement, alors si on contrôle les tirés au sort et qu'on peut les révoquer à tout moment, quand on s'aperçoit qu'ils se mettent à déconner. Vous les avez tirés au sort, et puis au bout d'une semaine, 1 mois, 6 mois, vous dites, c'est complètement déconnant, là on a une assemblée tirée au sort qui déconne complètement. Vous pouvez, si vous avez institué l'assemblée tirée au sort et sa révocabilité à tout moment, vous avez diminué le risque du tirage au sort à un point tel que vous commencez à vous dire, mais non, c'est quand même beaucoup plus robuste que l'élection dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui consiste à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis, qui sont souvent désignés, qui sont tout le temps désignés, aidés par les plus riches, et qui sont ensuite au service des plus riches, qui ne font que servir les plus riches, et qui sont complètement en dehors de notre contrôle, c'est-à-dire on ne peut pas les révoquer. Et quand vous avez non réélu celui que vous avez considéré comme un traître, vous avez dit, sa punition, la belle punition, il n'est pas réélu. Mais vous pouvez réélire à la place que l'autre qui était celui que vous aviez chassé l'élection d'avant. Et donc c'est crapula, crapule B, ils se sont mis à mi-temps, mais on n'en sort pas, il n'y a que des crapules. Donc quand vous voyez comment fonctionne l'élection, vous dites que le tirage au sort, avec le contrôle des tirés au sort, la révocabilité des tirés au sort, les mandats courts, non renouvelables, et c'est collectif, et c'est sous notre contrôle permanent, c'est beaucoup mieux. Et donc, dans le résumé que je peux vous proposer, il me faut 1/4 d'heure, 20 minutes, je fais un procès de l'élection, et j'attends, moi je suis friand de vos objections, de vos réfutations. Alors, quand vous élisez quelqu'un, vous n'élisez pas le pire, vous élisez celui qui vous paraît le meilleur. Donc par construction, l'élection hisse au-dessus de nous des gens qui sont meilleurs que nous, et donc nous sommes par définition en dessous. Donc
Elle fabrique comme des surhommes, des sous-hommes, l'élection en désignant des gens en les désignant avec une volonté. Le tirage au sort, on n'a pas cet effet-là. Le tirage au sort, il désigne des égaux, des gens qui sont pris parmi nous, qui nous ressemblent, qui pourraient être n'importe qui, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Le tirage au sort ne hisse personne au-dessus. Donc l'élection, mais il y a longtemps qu'on sait ça. Montesquieu le disait, Rousseau le disait, Aristote et Platon le disaient, que la seule procédure démocratique, celle qui respecte l'égalité, c'est le tirage au sort. On a complètement oublié ça parce qu'on ne l'a pas appris à l'école, mais les anciens, tous les humains qui ont réfléchi à la question savent bien que l'élection est aristocratique et le tirage au sort démocratique. L'élection est aristocratique et le tirage au sort démocratique. Deuxième point qui fait de nous des enfants paralysés et découragés. Deuxième point, élire, et vous pouvez m'arrêter si vous trouvez que j'exagère, si vous trouvez que je force le trait, ou que c'est... Mais deuxième point, élire, c'est abdiquer. Élire, c'est renoncer à exercer soi-même la souveraineté, c'est renoncer à voter soi-même les lois. Élire, c'est abdiquer. Mais déléguer, c'est abdiquer. Déléguer, c'est abdiquer. C'est dire, ok, c'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est lui. Donc c'est lui qui va être le chef. Troisième point, et c'est vraiment majeur, je trouve, hein, et c'est dans la logique, c'est dans la suite, infantilisante, l'élection décourage et déresponsabilise, comme je vous disais. Si, depuis que vous êtes petit, vous n'avez comme horizon politique que celui de désigner des maîtres parmi des gens que vous n'avez pas choisis, mais à quoi bon vous donner du mal? À quoi bon? De toute façon, ce que vous allez faire n'aura pas d'impact, puisque c'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui pouvez changer les choses, c'est les élus. Donc c'est décourageant cette procédure. Mais donc le fait qu'on voit dans les bistrots tant de gens découragés, des gens qui croient à rien, ils se disent on ne changera jamais rien. Mais c'est pas leur faute. Il y a une procédure qui nous infantilise, qui nous tient à l'écart, et qui fait que nous ne croyons pas être capables de changer les choses, et donc on s'en désintéresse. Donc ça nous dépolitise complètement, ça nous désincite à faire de la politique. L'élection nous désincite à faire de la politique. Alors que le tirage au sort, au contraire, m'incite à faire de la politique. Si je sais que demain, peut-être, je vais être tiré au sort, je vais m'occuper beaucoup plus de l'actualité, des difficultés, des tenants, des aboutissants de chaque dossier brûlant de l'actualité, je vais m'en occuper beaucoup plus parce que je sais que demain, peut-être, je serai tiré au sort et je vais avoir à opiner, donner mon opinion sur ce sujet. Le tirage au sort nous responsabilise, en même temps, il nous garde à la même altitude que les autres, il ne nous met pas au-dessus, mais il nous responsabilise en nous préparant à l'idée que demain ça va être nous. Aristote disait bien qu'en démocratie, le citoyen, c'est à la fois, il peut être alternativement gouvernant et gouverné. Un citoyen digne de ce nom, il faut qu'il puisse être gouvernant. Il est jamais gouvernant longtemps, il est jamais gouvernant 2 fois de suite, c'est chacun son tour. Mais il faut qu'il puisse l'être. Et donc, s'il peut l'être, parce que la procédure le permet, le tirage au sort le permet, il s'y prépare. Et donc, le tirage au sort, il nous incite à faire de la politique. Donc, vous voyez 3 points où... Et là, je suis juste du point de vue des gouvernés. Je vous garde le meilleur pour la fin. Vous allez voir, ça va crescendo. Le réquisitoire contre l'élection, il est épouvantable. Enfin, je veux dire, le dossier est chargé contre l'élection. Et donc c'est quelque chose, c'est une discussion qu'il faut ensuite qu'on ait entre nous, en famille, avec nos voisins. Est-ce que Chouard exagère? Est-ce qu'il en a oublié? On pourrait dire ça aussi. Mais c'est un vrai sujet de conversation, c'est est-ce que la procédure que nous chérissons aujourd'hui, comme une vache sacrée, hein, le suffrage universel, mais j'appelle ça le faux suffrage universel, parce que désigner des maîtres, mais c'est pas la seule exception, c'est pas le seul sens possible à suffrage universel. Suffrage universel, ça pourrait être nous votons de loi. Loi par loi sur la sécurité sociale, sur la retraite, sur les traités, nous votons, et là, suffrage universel, oui, là, ce serait digne de ce nom. Quand nous votons pour des lois, ou pour dire ça on le veut, ça on le veut pas, là oui, c'est du suffrage universel. Mais quand c'est désigner des maîtres qui vont tout décider à notre place, mais c'est folie d'accepter d'appeler ça suffrage universel. C'est un faux suffrage universel, nous avons pour l'instant. Et d'ailleurs, la plupart des mots que nous utilisons sont mis à l'envers de la même manière. La plupart des mots sont utilisés littéralement à l'envers. Et c'est très dur de penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Quand nous appelons démocratie un régime dans lequel nous avons des maîtres, quand nous allons dire, nous allons nous présenter dans une assemblée en disant mais moi ce qu'il nous faut c'est la démocratie, on va vous dire mais monsieur, la démocratie vous l'avez.
évidemment, on utilise le mot à l'envers. Et puis, rentrez chez vous. C'est très malin d'avoir mis le mot à l'envers. Mais nous, notre boulot, c'est de remettre les mots à l'endroit. Donc, démocratie, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une oligarchie dans laquelle une petite poignée de personnes, oligos, ça veut dire un petit nombre, il y a un petit nombre de personnes qui dirigent. Et c'est même pas une aristocratie, parce que c'est même pas les meilleurs, c'est les plus riches. Donc les plus riches, c'est plutocratie. Une plutocratie, c'est le régime où les riches dirigent pour servir leurs intérêts. Donc on n'est pas en démocratie, et ce qu'il nous faudrait, c'est une démocratie. Un régime dans lequel le peuple s'occupe de ses propres affaires. Moi, j'aimerais... C'est quoi votre prénom? Quentin. Quentin. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites, et en fait, j'ai une question très simple, c'est que moi, quand j'étais enfant, j'avais besoin de me soumettre à quelqu'un, une figure dans laquelle j'avais confiance, pour me transmettre des choses, pour me permettre à devenir libre ensuite. Mais on m'a transmis quand même un langage, une vision du monde, certaines choses qui m'ont permis ensuite d'avoir d'être autonome dans mon esprit. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que plus fort. c'est très compliqué d'être tous égaux, en fait. C'est très compliqué d'être tous égaux. Il y a toujours une position avec des gens qui savent plus que d'autres. Enfin, moi, cette idéologie de l'égalité dominante, j'ai du mal. Et j'ai besoin de me soumettre à certaines élites qui sont plus compétentes que moi dans certains domaines. Écrivez, dites pas trop de choses, parce que je vais faire haut-parleur pour les autres, donc je vais répéter, mais si vous dites trop de trucs, je ne vais pas y arriver. J'ai besoin d'obéir, vous dites. Hein. J'ai besoin d'obéir. Quentin dit, moi, enfant, avant d'être grand, avant d'être libre, j'avais besoin de parents pour m'élever, pour me préparer, pour m'éduquer. Et il y a deux états. Il y a un état préparatoire à la liberté, dans lequel j'ai besoin de maîtres. J'ai besoin de maîtres bienveillants. Hein. Les parents sont bienveillants, ils veulent mon bien, vraiment. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Mais on peut imaginer un pouvoir tutélaire qui serait bienveillant et qui préparerait ceux qui ne sont pas encore prêts. Donc c'est avec l'éducation nationale, hein. Tout à fait. Et c'est compliqué d'être tous égaux. J'ai besoin d'obéir sur certains sujets, j'imagine, et pas sur tous. Je peux entendre ça tout à fait, évidemment. Je pense même que la plupart des humains, et moi compris, ne veulent pas du pouvoir, ne veulent pas décider. C'est très inquiétant, la liberté, parce qu'il y a la responsabilité qui va avec. Quand c'est moi qui vais décider, je vais devenir responsable de ce qui a été décidé, et ça c'est flippant au possible, hein. C'est beaucoup moins confortable que de dire de toute façon c'est lui qui a décidé, s'il se gourre, c'est sa faute, et tout ça, ça se passe en dehors, et moi je reste confortable. Donc il faut, comment disait Sénèque, il disait, il faut être courageux pour être libre. Et donc la plupart des gens ne le veulent pas. Et donc je ne suis pas sûr du tout que la démocratie soit un régime vrai, soit un régime voulu par tout le monde. Mais dans mon esprit, il n'est pas question de l'imposer. Dans mon esprit, je ne suis pas sûr que la démocratie soit le meilleur système, un système désirable. S'il n'est pas désiré, on va trouver autre chose. Je pense que peut-être une première étape serait de redonner aux choses leur vrai nom. Oui. C'est-à-dire, on n'en veut pas de démocratie parce que ça nous fait peur. On a appris à vivre dans la cage, on nous ouvre la porte, mais nous on reste collés sur les barreaux. Alors appelons notre situation de son nom. Appelons-la plutocratie, oligarchie, aristocratie, tous les noms que vous avez mentionnés tout à l'heure. Et je pense que c'est le début nécessaire. Oui, bien sûr. Et après le reste, ça viendra peut-être. Oui et non. Parce que ce que j'avais commencé à dire, c'était que la démocratie, nous n'étions pas en démocratie. Et donc, bien sûr, et j'avais commencé à le dire en disant, il y a une série de mots importants sur lesquels les oligarques, les dominants, ont réussi ce tour de force depuis 200 ans à mettre littéralement les mots à l'envers. Ils appellent constitution un texte qui n'en est pas une. Les constitutions du monde sont des anti-constitutions. Les constitutions du monde tiennent les peuples à l'écart. Au lieu de protéger le peuple et de limiter les pouvoirs, les constitutions rendent les pouvoirs inaccessibles au peuple. Donc ce sont toutes des textes qui mériteraient de s'appeler anti-constitution. Et donc, bien sûr, il faut remettre les mots à l'endroit. Nous ne sommes pas citoyens, nous sommes électeurs. Un électeur, c'est autonome, ça produit, ça vote les lois. Un citoyen, ça vote les lois. Un électeur, ça élit des maîtres. C'est très 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 différent. Nous ne sommes pas citoyens, nous sommes électeurs. Et c'est antinomique. Nous ne sommes pas en démocratie, on est en plutocratie. C'est une forme de l'oligarchie par les plus riches.
nous ne bénéficions... La procédure, ça n'est pas un suffrage universel, c'est l'élection de maître, mais ça n'a rien à voir avec le suffrage universel qui est le vote des lois. Donc, effectivement, il faut mettre les mots à l'endroit, mais je ne suis pas sûr que ça rendra tous les citoyens, tous les électeurs devenus citoyens, appétants, ayant de l'appétit pour la démocratie. Comme le disait Quentin, et moi je le sens en moi-même, souvent, je ne veux pas du pouvoir. Je veux que les pouvoirs soient limités, je suis vigilant par rapport au pouvoir. Je veux que les pouvoirs soient institués par des gens qui ne sont pas au pouvoir. Je veux que n'importe qui n'est pas au pouvoir puisse, parce que je sais que lui, il fera la même chose que moi. S'il ne veut pas du pouvoir, s'il est dans une assemblée constituante, qui qu'il soit, vieux ou jeune, riche ou pauvre, pas trop riche, mais la plupart des gens dans la population, si vous les mettez dans un atelier constituant, ils vont limiter les pouvoirs. Et donc, je n'ai pas besoin d'y être moi. Donc, je n'aspire pas au pouvoir, j'aspire à ce que les pouvoirs soient limités. Et je rejoins l'idée de Quentin. Je ne suis pas sûr que la démocratie, qui ferait peser sur mes épaules tous les jours, et sur les tiennes, et sur nos épaules à tous, régulièrement, la responsabilité de décider, je ne suis pas sûr que j'ai envie de ça. Et j'essaie d'imaginer d'autres systèmes, et alors je ne peux pas les imposer, hein, c'est une discussion, parce que peut-être que la démocratie c'est le meilleur système, mais il me semble que dans l'état où je suis aujourd'hui, à mon âge et depuis 10 ans que j'y travaille, mais c'est pas définitif, mais il me semble qu'une vraie aristocratie, c'est-à-dire pas une aristocratie héréditaire, héréditaire c'est merdique, enfin c'est merdique, on va dire, bon, héréditaire c'est un fait, une aristocratie ne peut pas être héréditaire, mais une vraie aristocratie, c'est-à-dire parmi nous il y a des gens qui aujourd'hui ont envie de s'engager, et aujourd'hui ils ont bossé sur les sujets, aujourd'hui ils sont bons. Demain, peut-être qu'ils ne le seront plus. Demain, peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront meilleurs qu'eux. Enfin, aujourd'hui, il y en a qui sont meilleurs que nous, enfin, qui sont meilleurs que moi sur plein de sujets, et ceux-là mériteraient d'être aux manettes pendant un moment et sous contrôle. Et c'est pas idiot d'arriver à trouver des procédures qui permettent de repérer parmi nous ceux qui, aujourd'hui, sont meilleurs que les autres, et sous notre contrôle vigilant, permanent, on leur donne les manettes, pendant pas trop longtemps, et à plusieurs, et régulièrement on vérifie que c'est les meilleurs, et quand c'est pas les meilleurs on les vire, ben c'est une vraie aristocratie, si ça se trouve ça marcherait bien mieux qu'une... Alors, donc je vous rappelle que j'essaye de mener le procès de l'élection que nous considérons pour l'instant partout sur Terre, ou que nous sommes invités à considérer partout sur Terre comme une vache sacrée, le truc intouchable. Celui qui touche au suffrage universel, au faux suffrage universel, à l'élection de maître, là, celui qui touche à ça, c'est un fasciste. C'est un dictateur. Et c'est vrai que les fascistes, les vrais fascistes, Mussolini, Hitler, les vrais fascistes, ils contestent le système de domination parlementaire. Et donc, il y a quelque chose en commun entre les démocrates et les anarchistes, c'est pareil pour moi. Il y a quelque chose en commun entre les anarchistes et les démocrates et les fascistes. C'est que les deux contestent un système de domination bourgeois, enfin, des riches, plutocratiques. Les deux contestent le système. Mais les deux le contestent, mais pour mettre à la place quelque chose qui est complètement différent. Les démocrates veulent mettre à la place une démocratie, alors que les fascistes veulent mettre à la place une tyrannie. Donc c'est avec des projets de société complètement différents. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose en commun dans la contestation du système actuel, qui est un système de domination parlementaire. Et d'ailleurs, les parlementaires se servent de ce point commun pour dire des démocrates, mais c'est des fascistes. Vous voyez, quand on dit Mélenchon et Le Pen, c'est pareil. On mélange tout parce que c'est commode, ça permet de discréditer Mélenchon sans avoir besoin d'argumenter. Quand vous dites un démocrate, un anarchiste, qui est anti-parlementaire, qui dit le parlementarisme, c'est un projet de domination et qui fonctionne, qui donne le capitalisme. Quand un démocrate dit ça, les parlementaires disent « Ah, anti-parlementaire, c'est donc fasciste ». Et donc, ils se sont débarrassés d'un adversaire terrible. Les parlementaires ont un adversaire terrible qui sont les vrais démocrates. Les vrais démocrates ont un vrai procès à faire du système de domination parlementaire. Et ce procès est discrédité en le mélangeant les démocrates aux fascistes parce qu'il est anti-parlementaire. Donc, je reprends le procès en allant vite quand même sur les différents points. Il y a 3 points du point de vue des gouvernés. L'élection est par construction, ontologiquement, dans son être, elle est aristocratique. Donc, ça ne sert à rien d'attendre un système démocratique à partir d'une procédure qui, ontologiquement, est aristocratique. L'élection, elle est antidémocratique. Elle va
par construction, elle va hisser des gens au-dessus, elle empêche l'égalité, qui est le moteur qui est la colonne vertébrale de la démocratie. Deuxièmement, le fait d'élire consiste pour les gouvernés à abdiquer leur souveraineté. Et ça, c'est indubitable, quoi. À mon avis, c'est puissant comme argument, comme reproche qu'on peut faire à l'élection. L'élection nous conduit à abdiquer notre souveraineté. Donc, c'est ça qui nous infantilise. Et troisièmement, du même coup, puisqu'on a abdiqué, qu'on peut exercer directement aucun pouvoir, ça nous décourage, ça nous déresponsabilise. Le tout, c'est le titre de mon premièrement, du point de vue des gouvernés, l'élection nous infantilise. Un électeur est un enfant, alors qu'un citoyen serait un adulte. Un électeur est un enfant politique, découragé de s'occuper de la politique. Mais du point de vue des gouvernants, vous allez voir que c'est pire encore, les reproches qu'on peut faire. Alors, je le résume dans le titre de la deuxième partie. Du point de vue des gouvernants, l'élection porte au pouvoir les pires d'entre nous. L'élection porte au pouvoir les pires d'entre nous, pas les meilleurs. Nous voudrions les meilleurs. Ils prétendent être les meilleurs. L'élection a la prétention de désigner les meilleurs, mais nous portons au pouvoir les pires. Et je peux vous montrer par quel mécanisme. Vous allez voir que c'est ontologique, c'est dans son être, c'est parce qu'elle est élection que l'élection conduit au pouvoir les pires. Vous allez voir. Alors que le tirage au sort, non. Le tirage au sort ne conduit pas au pouvoir les pires. Alors je ne vous dis pas que ça conduit au pouvoir les meilleurs. Je dis que ça conduit au pouvoir n'importe qui vont être contrôlés, et le résultat sera meilleur que l'élection qui porte au pouvoir les pires. Alors, par quel mécanisme? Vous allez voir, il y en a 7, et le plus important est pour la fin. Vraiment, la fin, c'est un boulet de canon. Je veux dire, à mon avis, l'élection ne s'en remet pas. Hein. Donc, premier reproche. L'élection parmi les candidats, c'est ça le régime du faux suffrage universel, l'élection parmi les candidats donne le pouvoir à ceux qui le veulent. L'élection parmi les candidats, dites-moi si j'exagère, si je déforme les mots, si c'est une manipulation. Pour moi, c'est de la logique basique, simple. L'élection, elle a comme principal défaut de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Or, nous savons, depuis 2500 ans, Platon le disait déjà, le pire qui puisse arriver à une société, disait Platon, je ne dis pas avec ces mots, mais c'est en substance, le pire qui puisse arriver à une société, c'est de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Il y a 2500 ans, on le sait depuis longtemps, il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Or, l'élection le fait. Je ne développe pas. Dans le document dont je prends le sommaire, là, vous retrouverez tout ce que j'ai écrit là-dessus, plus développé. Je ne prétends pas vous convaincre en une demi-heure de résumer de ce truc, mais vous verrez qu'en travaillant, c'est puissant, quoi. Il y a vraiment un nombre d'arguments colossal contre ça. Donc, premier argument du point de vue des gouvernants, en donnant le pouvoir à ceux qui le veulent, on donne le pouvoir à des gens qui sont spéciaux, quoi. Hein. Les gens qui veulent le pouvoir, c'est pas les mêmes. Alain dit quelque chose de merveilleux. Moi, je développe, je reste dans cette partie parce que vraiment, mais Alain dit quelque chose de très important pour moi, qui est très vrai. Il dit, et là c'est mot pour mot, le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres et de seulement se gouverner lui-même. Le trait le plus visible de l'homme juste et de ne pas vouloir du tout gouverner les autres, et de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout, autant dire que les pires gouverneront. Ça c'est Alain, Émile Chartier, un philosophe XXe siècle, merveilleux, un immense bonhomme. Cela décide tout. Les hommes justes ne veulent pas gouverner. Donc les pires gouverneront. Mais les pires gouverneront si on donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Puisque ceux qui le veulent, ce n'est pas les hommes justes. Mais il y a une autre procédure qui ne donne pas le pouvoir à ceux qui le veulent, c'est le tirage au sort. Avec le tirage au sort, vous vous débarrassez de ce problème-là. Premier problème, on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, alors que le tirage au sort ne le ferait pas ça. Deuxième problème, l'élection favorise les menteurs. Celui qui va le mieux mentir, c'est celui qui sera élu. Alors il n'y a pas d'exception, ça marche à tous les coups. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de développer, je suis sûr que vous pouvez mettre des exemples vous-même plein sur cette proposition. L'élection favorise les mensonges. Les mensonges avant d'être élus, et les mensonges après avoir été élus pour être réélus. Ils vont mentir sur ce qu'ils vont faire, et ils vont mentir sur ce qu'ils ont fait. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne seront pas élus. Parce que le gars d'à côté, il va mentir, et lui, il sera élu. Donc, même si ce n'est pas des menteurs, l'élection, elle fabrique des menteurs. Parce que c'est le plus menteur qui va gagner.
Le tirage au sort, non. Vous pouvez mentir, pas mentir, de toute façon vous êtes tiré au sort. L'élection incite au mensonge, le tirage au sort n'incite pas au mensonge. Je vais vite, excusez-moi, mais chaque phrase est puissante là. Chaque phrase devrait déjà nous dire, mais quand même, c'est vrai que c'est quand même une procédure une mauvaise procédure, l'élection. Surtout quand on voit comment est ridiculisé le tirage au sort pour des gens qui n'ont pas travaillé la question, quoi. C'est vrai qu'au début ça surprend le tirage au sort, mais quand on bosse, non, mais troisième point. C'est majeur, c'est crescendo, hein, c'est de plus en plus puissant. Troisième point. L'élection produit des maîtres. Alors que le tirage au sort, non. Comment ça, l'élection produit des maîtres? Mais réfléchissez à ce que vous faites quand vous élisez un ministre, un président, un parlementaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de dire, toi, c'est toi qui vas t'occuper d'exercer la souveraineté. Mais quelle différence avec un maître? Dites-moi la différence. Elle produit des maîtres, des gens qui vont décider à notre place. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est bien eux qui vont décider. Donc c'est bien eux les maîtres. Est-ce que j'exagère? C'est un mot polémique. Un mot polémique, c'est un mot qui est clair, quoi, oui. Bon. Alors que le tirage au sort, pas du tout. Quand vous tirez au sort quelqu'un, vous ne l'avez pas mis au-dessus, vous ne l'avez pas dit... Quand j'étais tiré au sort, j'ai aucun mérite d'avoir été tiré au sort. Je sais bien, parce que j'ai été tiré au sort, que je suis toujours l'égal des autres. C'est le sort qui a décidé. On ne va pas désigner en disant tu es le meilleur, alors là, tout de suite, il y a les plumes qui me poussent, là, l'espèce de fierté qui vient chez l'élu, consubstantiellement parce qu'il a été élu. Il n'y a pas ça avec le tirage au sort. Quatrième point, l'élection produit des maîtres, vous allez voir si la phrase se complète, elle produit des maîtres hors contrôle. Alors vous allez dire, mais pourquoi des maîtres hors contrôle? Parce qu'on pourrait imaginer que les élus sont des maîtres, mais qui pourraient être sous contrôle. Oui, mais vous allez voir dans les ateliers constituants, quand vous réfléchissez, quand vous écrivez un article, vous êtes en train d'écrire la Constitution, vous êtes en train d'instituer l'élection en disant, ces gens-là, on va les élire. Donc on va leur faire confiance. C'est le mécanisme de l'élection. Si vous ne faites pas confiance, vous n'élisez pas. Enfin, donc, dans l'élection, on fait confiance à celui qu'on élit. Et vous êtes en train d'instituer ça. Mais comme vous instituez ça, ça ne vous vient pas à l'esprit, puisque vous bâtissez votre procédure sur la confiance, ça ne vient pas à l'esprit de prévoir en même temps des contrôles, donc de la défiance. Vous allez voir, ça ne vient pas à l'esprit. Quand on institue l'élection, on n'institue pas les contrôles. Parce qu'on pense à la confiance. Élection, c'est faire confiance. Alors que quand vous tirez au sort, quand vous instituez le tirage au sort, vous vous dites, attends, tirer au sort, ça va être n'importe qui. Tirer au sort, il va y avoir un abruti, un ivrogne, un malhonnête, un charlatan, que sais-je, vous allez avoir un affreux, et vous allez, parce que vous instituez le tirage au sort, vous allez instituer en même temps les contrôles. Donc, je répète mon résumé, l'élection produit des maîtres hors contrôle, mais naturellement, c'est-à-dire ça vient naturellement. On pourrait, hein, si l'Assemblée constituante était tirée au sort, composée de gens normaux, je suis sûr que nous serions capables de prévoir des élus contrôlés. Mais il faut comprendre qu'il y a une tentation, quand on institue l'élection, de ne pas prévoir les contrôles parce que c'est contradictoire. Vous faites confiance et en même temps vous dites non, je lui fais confiance mais en même temps je le surveille. Eh bien oui, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait faire confiance. Oui, je te fais confiance, mais je te surveille quand même parce que je te fais pas complètement confiance. Hein? Donc, l'élection produit des maîtres hors contrôle. Cinquième point, et ça continue, l'élection produit une caste de maîtres hors contrôle. Parce que non seulement l'élection produit des maîtres hors contrôle, mais c'est toujours les mêmes. Et pourquoi c'est toujours les mêmes? Mais parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Puisque vous avez des gens qui peuvent se présenter, il faut que ce soit des gens qui le veuillent, il faut que ce soit des gens qui aient les moyens, il faut que ce soit des gens qui soient les meilleurs menteurs, il faut que ce soit des gens qui soient les meilleurs menteurs, qui soient aidés par les plus riches. Mais toutes ces conditions-là, qui étaient valables, qui ont fait que c'était A qui a été élu à cette élection, mais ces conditions-là, sur l'élection suivante, c'est les mêmes. C'est toujours les gens qui le veulent, c'est les mêmes qui le veulent, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les menteurs, ils sont de plus en plus entraînés, ils sont de mieux en mieux menteurs, donc c'est les mêmes qui vont être élus. Et c'est pour ça qu'on a toujours les mêmes, c'est parce que c'est les mêmes conditions produisent les mêmes. Alors qu'avec le tirage au sort, c'est jamais les mêmes. Le tirage au sort, ça va changer tout le temps. Le principe de base à Athènes, mais sur lequel
ils appuyaient la démocratie, c'était la rotation des charges. Et le tirage au sort, c'est la procédure qui garantit la rotation des charges. Si vous choisissez l'élection, vous renoncez à la rotation des charges. L'élection, elle va vous produire une caste. Parce qu'elle ne garantit pas du tout, au contraire, elle ne garantit pas du tout la rotation, elle garantit la non-rotation. Par construction, parce qu'elle est élection, et parce qu'elle a des déterminants qui sont toujours les mêmes d'une élection à l'autre. Alors que le tirage au sort produit de la rotation. Et donc produit ce ralentissement de la corruption qui vient des pouvoirs. J'ai oublié de vous dire ça dans l'introduction, mais nous savons depuis toujours, et c'est le problème qu'on a avec les pouvoirs, c'est que le pouvoir corrompt. C'est-à-dire que quand vous mettez au pouvoir quelqu'un de bien, vraiment c'est quelqu'un de bien, vous le connaissez, c'est un type super, c'est vraiment formidable. Vous la mettez au pouvoir, au bout de 6 mois, vous ne la reconnaissez plus. Elle est en train de se la péter, de tout décider à la place des gens, de nous mépriser. C'est plus la même personne. Et parce qu'on sait, c'est comme ça depuis la nuit des temps, on le sait, le pouvoir corrompt. Donc l'idée des Athéniens, c'était des mandats courts et non renouvelables. Donc il fallait une rotation. Et la seule procédure qui produit de la rotation et donc de la limitation des pouvoirs, c'est le tirage au sort. Donc l'élection produit une caste de maîtres hors contrôle, donc ça fait quand même, c'est lourd, quoi, ça fait quand même beaucoup de trucs problématiques. Hein. Une caste de maîtres hors contrôle, alors que le tirage au sort, pas du tout. 6e point, il m'en reste 2, et c'est les plus importants. 6e point, et c'est pas sûr que vous ayez fait le lien, pour l'instant, entre l'élection et les partis. Mais l'élection produit des partis. Avant l'élection, avant qu'il y ait l'élection, il n'y avait pas de parti. Les partis, ça sert qu'à gagner les élections. Vous ne pourrez pas vous débarrasser des partis si vous ne vous débarrassez pas de l'élection. Parce que tant qu'il y aura d'élections, c'est naturel. Les humains, mais c'est aussi important pour eux que respirer. S'il faut s'unir pour gagner une élection, eh ben on va s'unir, on va faire des partis parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est celui qui a fait la plus grande armée qui va réussir à gagner l'élection, ben donc on va faire une grande armée. Et donc les partis politiques, ils viennent de cette procédure qui fait que si on est puissant à se bagarrer pour soutenir un bonhomme, il va gagner. Eh bien on le fait, on va faire le parti. Si vous voulez, le parti, il vient de l'élection. Mais à Athènes, il n'y avait pas de parti. Il y avait des groupes de pression, parce que loi par loi, il y avait des intérêts à défendre, loi par loi, mais pas globalement sur le projet de société. Vous n'aviez pas le parti des conservateurs, le parti des progressistes. Non, c'était loi par loi que ça se discutait. Et quand ça se discute loi par loi, et que la procédure c'est le tirage au sort, ça ne sert à rien d'avoir des partis. Donc on n'aura pas besoin de supprimer les partis. En décidant que la procédure c'est le tirage au sort, les partis vont disparaître faute de mobiles. Comment j'avais écrit ça? L'élection parmi les candidats impose des partis pour gagner une sorte de guerre politique, camp contre camp, où vous avez les électeurs de Le Pen qui sont les ennemis jurés des électeurs de Mélenchon, mais vraiment en tout, alors qu'ils partagent plein de trucs. Ces gens-là ont le même... sur la retraite, ils sont d'accord. Sur le fait de faire la guerre ou pas, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur plein de trucs, sauf peut-être sur les étrangers, sur l'identité. Bon, il y a des points sur lesquels ils se fritent, mais ils se haïssent complètement parce que le parti, c'est comme une armée. Une armée avec une fidélité, il faut une discipline, il faut une obéissance au chef. C'est comme une armée, c'est les mêmes mécanismes militaires. Pour gagner l'élection, il faut être discipliné, et c'est disciplinant, et c'est complètement asservissant la logique des partis. C'est asservissant. Ça réduit les militants à des militaires, à des soldats obéissants. C'est pas du tout des citoyens, quoi. Mais c'est lié à l'élection. C'est à mettre au passif de l'élection. Quand on fait le procès de l'élection, les partis, on le doit à l'élection. Alors qu'avec le tirage au sort, non. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le dernier, c'est un scud, quoi, hein, dans la tête de l'élection, quoi. Ça, c'est vraiment l'élection. Parmi des candidats qu'on peut aider. On peut aider les candidats. Mais c'est évident, un enfant comprend, alors un électeur non, mais un enfant comprend que si on peut aider les candidats, ceux qui ont les moyens d'aider, c'est-à-dire les riches, ils vont aider. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour deviner que s'il y a une procédure dans laquelle on peut aider les candidats à gagner l'élection et ensuite à écrire les lois, eh bien ceux qui ont les moyens d'aider, ils vont aider. Et c'est ça qui fait le capitalisme. C'est ça qui s'est passé il y a 200 ans, fin du 18e, fin du 17e en Angleterre, fin du 18e en France et aux États-Unis. Les marchands se sont arrogé le droit d'écrire la Constitution dans laquelle ils ont prévu l'élection, et l'élection, ça leur a donné le pouvoir.
Ils se sont aperçus au tout début du 19e siècle, ils avaient peur de l'élection au début, ils se sont dit, mais évidemment les gens vont élire ceux qui les défendent. Et pas du tout, les gens n'ont pas élu ceux qui les défendaient, les gens ont élu les notables, ils ont élu leurs bourreaux. Et puis alors les riches ont vu ça, les royalistes, et les royalistes ont voté la République sous l'influence de Thiers. Ils ont dit oui, mais c'est un bon système. Et c'est une assemblée presque totalement royaliste qui a décidé la République dans laquelle il y a l'élection, parce qu'ils ont compris que l'élection, ça leur donnait à eux le pouvoir. Mais c'est gravissime, enfin, vous vous rendez compte que l'élection donne le pouvoir aux riches, alors que le tirage au sort, non. Mais d'ailleurs, pour prouver ce que je dis, j'ai deux exemples historiques des laboratoires de 200 ans. Ça vaut pas 200 ans, c'est quand même, c'est pas 2 ans, c'est pas 20 ans, c'est un énorme laboratoire. Vous avez 200 ans de démocratie grecque, 200 ans pendant lesquels ils ont tiré au sort. Ils tirent au sort tous les matins. 200 ans d'expérience, pratico-pratique. Là, je vous ai parlé de théorie, et là, je vous parle de pratique du tirage au sort. Pendant 200 ans, à Athènes, vous aviez... Bon, il y avait les esclaves, ce n'étaient pas les citoyens. Les femmes, ce n'étaient pas les citoyens. Les métèques, ce n'étaient pas les citoyens, les étrangers. Ok, je sais ça. Je ne défends pas la mise à l'écart des femmes, des esclaves. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'à l'intérieur des citoyens de l'époque, bien sûr, nous on n'aura pas d'esclaves, les femmes font partie. Mais imaginez ce qui s'est passé à l'intérieur des citoyens de l'époque, les citoyens de l'époque. Il y avait des riches et des pauvres. Il y avait des riches et des pauvres. Et il y avait beaucoup plus de pauvres que de riches. Qui votait les lois? Tous les citoyens. Alors qui décidait? Les pauvres. Ils étaient plus nombreux. Un homme, une voix pour voter les lois. Et il y avait plus de pauvres que de riches, comme ici, comme aujourd'hui. Et ce serait pareil aujourd'hui. Le tirage au sort, il donne le pouvoir aux pauvres, mais pas aux pauvres, mais aux pauvres. Pas aux clochards, à tout le monde. Le tirage au sort donne le pouvoir aux 99%. Alors que j'ai un autre laboratoire, encore 200 ans, depuis le XVIIIe siècle. Depuis le XVIIIe siècle, vous avez 200 ans de pratique du gouvernement représentatif qui est l'élection, 200 ans de capitalisme, 200 ans de pouvoir. Mais les riches n'ont jamais eu le pouvoir comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. Avant, les riches, ils avaient à craindre le roi. Le roi, il pouvait les foutre en prison quand il trouvait qu'ils étaient trop riches. Attends, les plus riches que moi, allez, on va le foutre aux oubliettes. Donc le roi limitait le pouvoir des riches et limitait le pouvoir des marchands. Et puis ce qui s'est passé de majeur à la fin du XVIIIe siècle, c'est que les marchands se sont déchaînés, ils ont retiré leurs chaînes, ils ont abattu la royauté, et le clergé qui interdisait le prêt à intérêt. Toutes les grandes religions interdisent le prêt à intérêt. On est fou d'avoir autorisé ça. Enfin, on est fou, c'est parce que les marchands ont bien sûr appliqué et à fond et au combien pour générer de la dette, ont appliqué le taux d'intérêt, le prêt à intérêt. Donc, si vous faites le bilan, vous avez, du point de vue des gouvernés, une procédure qui nous infantilise, qui nous décourage, qui nous déresponsabilise, qui fait de nous des légumes, des enfants, des incapables. Et puis vous avez une procédure qui, du point de vue des gouvernants, choisit les pires et nous condamne au gouvernement des pires, à Goldman Sachs qui dirige la planète. C'est l'élection qui conduit à ça, vous m'entendez? Le désastre qu'a remarquablement résumé Christina tout à l'heure, et qui nous pend au nez que nous allons voir arriver pour les mêmes raisons, c'est l'élection qui nous y amène. C'est l'élection qui donne le pouvoir aux riches. Pendant 200 ans du gouvernement représentatif, ça a toujours été les riches qui ont gouverné. Alors de temps en temps, vous avez un Chavez, ouais, ok. De temps en temps, vous avez un héros qui surgit, là. Vous avez, comment il s'appelle? C'est en Uruguay. Vous avez... la Commune. Alors, Tsipras, c'est un Anglais. De temps en temps, vous avez, en Uruguay, vous avez, comment il s'appelle? La Commune. Un gars, alors, de temps en temps, vous avez un gars vertueux formidable, mais pour un héros, vous avez 10 000 Sarkozy, Hollande et traîtres. Ah oui, bien sûr. Donc, je vais juste compléter ce que tu as dit. Ma conclusion tient en une phrase. Ma question, c'est si le tirage au sort donne le pouvoir aux 99% et l'élection donne le pouvoir aux 0,1%. Toujours, pendant 200 ans, ça fait 400 ans de labo, toujours. Ma question, c'est encore combien de temps les 99% vont défendre l'élection comme une vache sacrée? J'ai un truc complètement incohérent, quand même. Donc il faut faire le procès d'élection. Et ce dont je vous parlerai demain, c'est les ateliers constituants qui consistent à apprendre concrètement, pratiquement, à écrire nous-mêmes cette constitution qui nous manque et la procédure qu'il nous faut.